Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer & Geek. Aujourd'hui, au programme, Apple est-il champion de l'obsolescence programmée? C'est ce que nous allons voir ensemble avec nos invités de marque, à savoir Stéphane, alias Teuf, et également Julien Desbris. Et peut-être en cours de route, nous serons rejoints par Damien Quattrochucchi, alias Damien Quattro, qui a officié sur jeuxvideo.fr pendant 10 ans en tant que journaliste, tout comme toi Stéphane. Et toi Julien, tu es dans la vidéo, dans le montage vidéo, et tu as une bonne connaissance de tout ce qui est jeux vidéo et tech en général, quoi. Hein. Tu as quand même un solide background là-dedans. Que vous nous écoutiez depuis Spotify ou iTunes, peu importe, ou même sur YouTube, n'oubliez pas, si vous le souhaitez, de commenter sur YouTube ou alors sur les podcasts Apple, mais ce n'est pas possible, sauf erreur, depuis Spotify. Alors je vais commencer par dérouler le programme de cette émission. Alors d'abord, bonjour quand même à nos amis. Stéphane, hello. Comment ça va? La forme? Ça va, ouais. Julien, tu es poussé par le vent. Tu es prêt pour te faire du Apple là, pour manger des pommes? On va croquer. Voilà. Comme dirait Chirac, cette fantastique époque. Alors, on va commencer par dérouler le programme, demander le programme. Alors, en fait, ce chapitrage d'émission sera extrêmement simple, puisque le premier chapitre concernera les moyens logiciels dont dispose Apple pour faire tourner ses usines un peu plus vite, et le deuxième chapitre se concentrera sur les moyens matériels mis à disposition du constructeur. Et puis, on finira tout simplement par la conclusion. Donc, l'idée, c'est pas de tirer à boulet rouge sur Apple, hein, en fait, c'est pas ça, mais c'est vraiment de parler d'obsolescence programmée, et on sait bien qu'il n'y a pas que Apple qui est spécialiste là-dedans, mais là en l'occurrence on va parler d'Apple pour différentes raisons, mais on y reviendra tout au cours de l'émission. Donc on va commencer par les moyens logiciels qui vous permettent de passer plus souvent à la caisse, quand même. Si vous pouviez utiliser votre iPhone ou votre Mac pendant 10 ou 11 ans, ce serait quand même embêtant, quoi, hein. Il y aurait quand même un petit peu moins de chiffres qui seraient générés donc par la vente de ces produits magnifiques par ailleurs. Donc premier moyen logiciel, je ne sais pas lequel de vous deux veut commencer. On va commencer par les mises à jour en fait. Alors les mises à jour qui sont présentées comme quelque chose de positif par Apple, dans la mesure où on va vous apporter de nouvelles fonctionnalités, ça va être génial et tout, vous allez vous mettre au niveau du dernier iPhone qui est sorti alors que le vôtre a 2 ans, mais seulement souvent ça s'accompagne d'un petit cadeau. Qui veut nous parler de ce petit cadeau? Ce petit effet de bord, on va dire. C'est que... Oui, alors déjà, elles apportent des nouvelles features, mais on voit que certaines mises à jour, notamment iOS 13, qu'elles apportent aussi de nouveaux bugs. C'est ce petit cadeau bonus aussi. Mais aussi, le problème, c'est aussi le fait que notamment sur les... Alors c'est à double tranchant, on va le voir, mais sur des appareils qui ont 4 ou 5 ans, souvent on regrette d'avoir fait la mise à jour parce qu'on se retrouve avec des performances un petit peu bridées, voire carrément, pour certaines mises à jour. On se souvient notamment de iOS 7 sur quel iPhone, je sais plus si c'était sur le 4 ou le 4S, où c'était une catastrophe absolue, on pouvait plus utiliser son téléphone en fait. C'est voilà. ouf, en fait. Par exemple, typiquement le 4, quand il est sorti, c'était une bombe atomique en termes de performance. Je veux dire, ça répondait au doigt et à l'œil, ça s'ouvrait dans tous les sens, y compris la photo et tout. Avec la dernière Mage, mais tu cliques sur le bouton de l'appareil photo, ton machin, il s'ouvre, tu bois un café, tu fumes une clope entre temps. Et c'était d'ailleurs pareil avec iOS 4 à l'époque, je sais plus si ça tournait sur l'iPhone, sur le premier iPhone, mais en tout cas moi je l'avais installé sur iPhone 3G et je pouvais plus utiliser mon téléphone en fait. C'était tellement lent qu'on pouvait plus l'utiliser du tout. C'était une cata. Ils avaient même sorti après une autre mise à jour qui a corrigé un petit peu le truc, mais ça restait. Alors après c'est à double tranchant parce que d'un autre côté on leur reprocherait de pas mettre à jour les terminaux qui sont trop vieux, mais voilà quoi. Des fois quand on se retrouve notamment sur la fin parce qu'on dit en gros chaque mise à jour d'iOS tourne à peu près sur les appareils vieux de 5 ans en général à peu près. Et c'est vrai que quand on s'approche de la date de date de la coupure, les dernières mises à jour, souvent on regrette de les avoir faites. Ouais. La problématique n'est pas tant sur le fait de... on t'impose en fait la mise à jour, puisque si tu ne fais pas cette mise à jour,
tu es bloqué sur certaines applications que tu ne peux plus utiliser parce qu'elles ne sont pas mises à jour ou que tu ne peux pas être à jour. Et c'est ça la vraie problématique, puisqu'à la limite, effectivement, si on te laissait le choix en te disant, tu garderas ton téléphone comme tel, tu n'auras pas les dernières features, mais voilà, il fonctionnait comme ça. Mais là, c'est pas le cas. Et c'est vraiment là où c'est gênant, c'est qu'on te les impose vraiment, ces mises à jour. De toute façon, c'est la problématique depuis que les mises à jour sont gratuites. C'est-à-dire que c'est sympathique de dire que c'est gratuit, mais derrière, un, c'est imposé, et deux, ça fait que tout le monde est devenu bêta-testeur. Donc, oui, on a bien vu, et les 2 dernières ont été catastrophiques. On a vu qu'il y a eu des appareils bloqués, plein de trucs comme ça, ou des batteries qui étaient mortes en 1 heure. Donc, c'est assez chiant. C'est surtout souvent ça la loterie en fait sur les mises à jour d'iOS, et notamment aussi il y avait récemment les mises à jour de l'Apple Watch aussi, qui mettait la batterie à genoux, et on se retrouvait avec un truc qui était HS au bout de quelques heures, et ça c'est complètement imprévisible parce que Apple va toujours se défendre que oui, ça touche un pourcentage des utilisateurs, moins d'1%, ou enfin la phrase qu'ils utilisent un peu toujours, mais quand tu es dans le pourcent, voilà, c'est un peu le problème, quoi. Alors, on en profite pour préciser un petit truc, là, c'est que il n'est pas possible de faire marche arrière. C'est quand même important à préciser. C'est techniquement totalement impossible de faire un downgrade suite à une mise à jour. Au bout d'un certain temps, en fait, il y a un problème de signature de l'OS qui fait qu'au bout d'un certain temps, on peut plus. C'est possible généralement, c'est possible pendant un certain temps, je crois. Notamment sur les bêtas, je crois. Oui. Mais en tout cas, au bout d'un moment, on peut plus du tout, parce que l'OS est plus signé, et on peut pas revenir en arrière. À l'époque, à la grande époque du jailbreak, en fait, tu avais des fichiers blob à sauvegarder avant la mise à jour, qui te permettaient de faire le rollback, en fait, de revenir à une version plus ancienne. Mais si tu n'avais pas sauvegardé ces fichiers, même avec tout le matériel à disposition, logiciel et matériel, tu ne pouvais pas faire ta descente en version, quoi, en fait. C'était pas possible, techniquement. Alors, c'est encore possible sur le Mac, mais c'est quand même compliqué parce que ça nécessite quand même de faire un clean install. Parce que tout le monde n'a pas forcément envie de faire, notamment sur les machines de production, mais c'est vrai que sur iOS, c'est complètement verrouillé. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que là, on était un peu concentré iOS, mais rappelons que cette problématique-là, elle se retrouve aujourd'hui sur les OS Mac. Ah oui, parce que de toute façon, et surtout depuis qu'ils sont passés à un rythme manuel de mise à jour aussi, donc ils imposent quelque part le même rythme. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc on a un OS qui sort tous les ans, clairement une nouvelle version, que ce soit sur iOS ou sur Mac OS maintenant, tout attaché je crois, depuis leur dernier délire. Et là, voilà, il y a un truc qui tombe tous les ans, et concrètement, comme tu disais Julien, tu es un peu obligé de la faire, parce que dans le cas d'iOS, ça on va être obligé de parler d'Android aussi, mais clairement, dans le cas d'iOS, très souvent, les applications sont compilées pour, peut-être pas la toute dernière version du système, mais pas plus que 2-3 ans en arrière. Donc concrètement, si tu veux... Parce que c'est vrai que c'est un chapitre que j'allais ajouter un petit peu à l'arrache en cours d'émission, c'est comment éviter en fait le problème, comment contourner, on va dire, cette obsolescence programmée logicielle. Et tu peux éviter de faire les mises à jour, mais il y a un moment où tu risques quand même de rencontrer ce souci, notamment les applications que tu peux plus installer. Et puis, côté macOS, moi ce que je vois bien aussi comme problème, et que j'ai rencontré en clientèle notamment, c'est le fait que Safari soit intimement lié au système. Et tout comme d'ailleurs, on ne peut pas aussi trouver de version récente de Google Chrome sur un OS ancien, sur une version ancienne de macOS. Et du coup, en fait, comme les dispositifs de sécurité des navigateurs sont souvent mis à jour, HTTPS, etc., tu peux pas aller sur des sites bancaires avec une vieille version de macOS. Ce n'est pas possible. Et puis d'ailleurs, un des moyens aussi d'imposer les mises à jour d'un OS, c'est aussi la sécurité. Il arrive que Apple publie des correctifs de sécurité pour d'anciennes versions d'iOS. C'est arrivé récemment, notamment avec, je crois que quand la 13.3 est sortie, qui a apporté des correctifs de sécurité, ils ont aussi sorti une mise à jour pour iOS 12. Mais typiquement, un iPhone qui est resté sur une mise à jour ancienne est potentiellement un vecteur de failles de sécurité. Donc c'est aussi un problème à ce niveau-là. Alors,
Ouais, De Julien. plus en plus, Apple te sollicite à fermer les yeux là-dessus et te l'impose. Enfin, sur un Mac, il pop-up dès que tu le rallumes en te disant quand est-ce que tu veux faire la mise à jour. Il te propose même pas non, je veux pas, hein, c'est demain, cette nuit, enfin, tu vois. Clairement. Et sur un Clairement, téléphone, de plus en plus, il est là, à chaque fois, il te ramène le truc pour dire ouais, est-ce que tu veux les mises à jour automatiques, comme ça sera pas emmerdé, je fais ça la nuit quand tu dors. Oui, mais j'aurais plus du tout de contrôle, quoi. Tu les feras et je me réveille le lendemain. Et si c'était la mauvaise, je l'ai dans le baba. C'est un, c'est un point essentiel que tu soulignes, quoi. C'est est-ce qu'on a encore le contrôle, en fait. Et c'est vrai que sur macOS, maintenant, il y a une nouvelle pop-up où c'est carrément, voulez-vous activer les mises à jour automatiques. Et là, bon, là, pour le coup, tu assumes de plus avoir de contrôle, quoi. Mais de toute façon, même quand tu avais le contrôle, est-ce que tu l'avais, quoi. C'est exactement ce que tu dis, quoi. Tu l'as clairement pas, quoi, en fait. T'es limite obligé de te les faire, tes mises à jour, et puis après, le jour où tu n'y as plus droit. Parce que, rappelons que sur un ordi, donc ordi desktop, enfin desktop ou portable, mais sur macOS, Stéphane, donc la durée des mises à jour qui est proposée par Apple, ça va jusqu'à combien, en fait? C'est à peu près. Alors, ces derniers temps, il y a eu quand même moins de coupures. Je crois que les 2 ou 3 dernières fonctionnaient sur les mêmes. C'est à peu près pareil. C'est à peu près 5-6 ans. dizaine d'années. Peut-être un peu plus sur Mac. Peut-être que ça dépend des modèles, mais je pense qu'on est peut-être plus sur 6-7 ans. Mais ça va dépendre. Sur Mac, c'est plus compliqué parce que ça va dépendre aussi des pilotes, parce que le matériel est quand même beaucoup plus diversifié sur Mac. Ça va dépendre aussi de certains modèles qui n'ont pas forcément des pilotes de cartes graphiques qui vont bien ou des choses comme ça. Ce qui fait qu'ils vont pas forcément être mis à jour. Mais c'est quand même moins, c'est quand même plus permissif que sur iOS, d'autant plus que sur Mac, il y a parfois moyen de contourner ça, c'est-à-dire de forcer une mise à jour sur un appareil qui n'est pas censé être compatible avec la mise à jour. Je sais que j'avais vu le cas de figure de certaines personnes qui étaient quand même passées, genre je sais plus si c'était Sierra ou iSierra, qui avaient quand même réussi à passer malgré le fait que qu'il n'était pas officiellement compatible. Je ne sais pas ce que ça a donné pour les personnes dont tu parles, mais moi personnellement j'avais essayé ça sur un Mac mini. Je suis vite revenu en arrière, en fait. Il y avait des standards pilote graphique qui n'étaient pas intégralement pris en charge. Du coup sur Final Cut il y avait des trucs qui déconnaient et tout, c'était l'horreur. Mais donc on va dire un peu moins d'une dizaine d'années côté macOS, et par contre côté iPhone c'est... Sur iPhone c'est 5 ans en général. En général c'est ça. Ouais, 5 ans. Max. C'est un peu plus sur macOS. En général c'est ça, des fois c'est moins. Mais en général, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Là, typiquement, iOS 13, je crois qu'il tourne sur le premier. Je crois que c'est le 6S ou le 6, mais il me semble que c'est le 6S. Ça va être le 6S, ouais. Voilà. Donc ça remonte à 2015, quoi. Ouais. Effet de bord aussi de ces fameuses mises à jour, donc on le répétera on peut le répéter encore, mais c'est toujours présenté comme positif, hein, c'est-à-dire que tu vas avoir les nouvelles, les nouveaux standards du web vont être supportés, tu pourras faire tourner tes nouvelles applications, on va te combler les failles de sécurité, on va te faire profiter des fonctionnalités qu'on avait sorties avec l'iPhone, qui est sorti après le tien, 1 ou 2 ans après, donc c'est toujours présenté comme positif, mais derrière ça s'accompagne de ce problème de ralentissement global des perfs. Et là-dessus, un petit mot quand même, c'est que ils ont toujours langage machine oblige, ils ont toujours le bénéfice du doute, hein, c'est-à-dire qu'on peut, il y a le camp des gens qui pensent que non, Apple, ils ne le font pas exprès, c'est en rajoutant toutes ces fonctionnalités que du coup ça prend plus de place en RAM, que du coup ça fait ramer le téléphone. Et il y a le camp opposé par contre qui dit que c'est clairement voulu en fait, que l'ajout de ces fonctionnalités n'entraînerait pas, s'il y avait optimisation, de perte de performance, et il y a le camp donc des gens qui pensent que c'est clairement volontaire de A à Z. J'assume clairement faire partie de ce camp d'ailleurs. Je pense que je pense que c'est un peu entre les deux en fait. C'est-à-dire qu'ils se soucient pas d'optimiser pour le matériel sciemment parce qu'ils savent qu'ils vont pas s'emmerder à supporter un processeur qui date d'il y a plus de 5 ans. Alors qu'ils pourraient très bien le faire. Enfin, Apple, ils maîtrisent leur logiciel et leur matériel, donc s'il y a bien, eux peuvent très bien le faire en fait. Mais c'est juste qu'ils s'emmerdent pas à le faire, et du coup, on se retrouve avec des téléphones ou des appareils qui sont laissés de côté.
Maintenant, est-ce que c'est vraiment volontaire? Je pense qu'il y a une part de ça, mais... Ça se peut qu'ils rajoutent un délai sur l'ouverture de certaines applications. Mais par contre, il y a un point sur lequel, où là, ils sont vraiment fait prendre la main dans le sac. Voilà. On va y revenir plutôt sur les moyens matériels. Enfin, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des utilisateurs d'iPhone 6, notamment, qui sont retrouvés avec des performances bizarrement en baisse. Et notamment en vérifiant sur des benchmarks comme Geekbench, ils avaient constaté une baisse des performances par rapport à leur iPhone. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a compris que c'était en fait à partir du moment où la batterie atteint un certain niveau de mauvaise santé, on va dire, Apple bridait les performances en fait de la puce alors officiellement pour empêcher les reboots, etc. Mais voilà, on se retrouvait qu'un iPhone bridé au bout d'un certain temps. Officiellement pour tirer l'autonomie, non? Enfin, pour augmenter l'autonomie. Pour augmenter l'autonomie, et puis aussi pour empêcher l'OS de planter carrément s'il continue à tourner au max de sa performance. Ah, ok. Et mais voilà, enfin, c'était pas du tout prévu qu'ils se fassent prendre la main dans le sac. Ils se sont fait prendre la main dans le sac. Ils ont publié un correctif qui depuis rend cette opération optionnelle, mais quand même avec un langage et des circonvolutions à faire pour désactiver la chose, qui était assez comique dans la grande lignée de ce que fait Apple. Mais voilà, enfin, ça c'est un exemple par contre typiquement là vraiment de bridage volontaire des performances. Voilà, donc en gros, on compense la mauvaise batterie, enfin la batterie qui vieillit, par une baisse de la fréquence du processeur, pour du coup entraîner une consommation électrique moindre et compenser de la sorte la baisse d'autonomie. Donc voilà. On a quand même eu des contre-exemples de mise à jour qui ont aidé certains modèles à avoir de meilleures performances. Il faut aussi le reconnaître. Il y en a des biens. Par exemple, typiquement iOS 12... iOS 12 était vraiment là pour la peine concentré sur les améliorations de performance et les corrections de bugs, et ça tournait vraiment comme un charme. Et ça m'avait même, par exemple, je l'avais installé sur mon iPad Air 2 qui date quand même de 2014. Il ramait avec iOS 11, avec iOS 12, il était à nouveau super réactif. Donc ils font aussi quand même du bon boulot. Enfin, c'est quand même pas une généralité, c'est-à-dire qu'il y a des mises à jour qui posent vraiment des problèmes sur certaines machines, notamment on a dit iOS 7 par exemple sur iPhone 4, mais il y a aussi des cas inverses où ils arrivent quand même à tirer des choses, donc ils peuvent le faire, mais c'est vrai qu'ils ne le font pas forcément, et le rythme annuel qui s'impose, et aussi leur volonté de toujours proposer de nouvelles fonctionnalités, parce qu'il faut montrer que l'OS il évolue, et ça, pour le résultat, ça casse des choses, ça alourdit le système, et forcément ça cause ce genre de problème. Mais ça leur arrive de faire des fois... Le problème c'est un peu ça, c'est-à-dire que récemment il y a eu un petit peu plus le cas, c'est qu'on sort une mise à jour avec plein de fonctionnalités qui ralentissent le système. Après on sort une mise à jour pour dire cette année on a bossé sur les corrections de bugs et sur l'optimisation des performances, et puis l'année d'après ils recommencent sur le même cycle, donc c'est une bonne année, une mauvaise année, quoi. Après je reviens juste sur un point, vous dites des nouvelles features et compagnie, non, attention, les mots sont importants. Chaque fois la mise à jour c'est toujours amazing, wonderful, best ever. C'est vrai. Il faut le faire à l'américaine, quoi, faut le vivre à fond. C'est clair. Mais bon. Des excellents montages de YouTube où ils gardaient que les amazing des conférences. Tu peux t'en faire 3 heures d'affilée. Hein. Alors, on avait un autre point dans notre magnifique liste, la marche forcée, donc plus d'appli 32 bits dans macOS Catalina. Ça c'est un peu le pendant. Enfin, ça aussi c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que Apple a toujours revendiqué le fait de couper d'abaisser le couperet sur les vieilles technologies pour pas les supporter trop longtemps. Ce qui d'un côté c'est pas mal parce que ça permet effectivement à l'OS d'être plus réactif et d'évoluer plus rapidement sans avoir à s'embarrasser de legacy et tout ça.
D'un autre côté, il y a pas mal de gens qui ont fait la mise à jour de macOS Catalina. Alors je pense que là ils ont quand même abusé parce que ça faisait quand même 2 ans qu'ils prévenaient que les applis ne marchaient plus, mais il y a quand même énormément d'applications de Mac qui ne fonctionnent plus. Genre il y a des musiciens notamment qui pouvaient plus utiliser Live 9, qui était pas si vieux que ça, mais qui était une application 32 bits, donc elle marchait plus avec Catalina. Bah même. Ouais, ils s'embarrassent pas quoi. Quand il y a ils font table rase du passé. Que ce soit pour une architecture ou pour des ils l'ont fait avec iOS aussi, logicielles. Il y avait le même couperet avec iOS récemment, je sais plus sur quelle version, ils ont coupé ils ont arrêté de supporter les applications 32 bits et toutes les applications qui étaient pas... Et notamment, il y a beaucoup de jeux qui ont disparu purement et simplement de l'App Store parce qu'elles n'étaient plus supportées en fait. Ça c'est aussi c'est aussi une forme d'obsolescence programmée, c'est que sur iOS on a des applications qui du coup disparaissent complètement, qui n'existent plus, des jeux notamment, des jeux qui n'existent plus sur l'App Store aujourd'hui. Oui, puis... Oui, tu as aussi des jeux qui sont pas compilés pour la dernière version de l'OS, et du coup, alors tu peux les avoir encore parce que tu l'as dans ton historique de téléchargement, mais par contre, ils font n'importe quoi, tu as des fenêtres dans tous les sens, ça marche plus, ou ils crashent, ou quoi. Alors ça, on est un peu obligé dans cette partie-là quand même de faire le parallèle avec Android, ça me semble très important, avant de refermer le chapitre, parce qu'on a un peu vu tout ce qu'on avait à voir, et c'est vrai qu'il faut reconnaître quand même une chose, c'est que côté Android, tu as on va dire une compatibilité legacy comme tu disais quoi, donc legacy c'est héritage, donc avec les appareils anciens ou les OS anciens, qui est absolument énorme quoi. Je veux dire, enfin après c'est pas du tout le même principe de fonctionnement. Les applications, c'est très différent. C'est-à-dire que ça marche dans une machine virtuelle, donc ça change tout quoi. Mais et puis il y a aussi une chose au fait, c'est que sur Android, alors typiquement on se plaint souvent sur Android qu'un téléphone qui a 2 ans il a plus de mise à jour. Ce qui est vrai, les mises à jour système, alors maintenant c'est un peu meilleur parce qu'ils ont quand même fait pas mal de modifications au système pour faciliter un peu le travail de mise à jour des constructeurs, parce que forcément Android c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de processeurs, c'est beaucoup plus fragmenté que iOS, où il n'y a que quelques appareils. C'est le Windows de la mobilité en fait finalement. Mais en revanche, sur Android, il y a beaucoup de composants qui font pas partie du système et qui sont associés à des API du Play Store qui elles continuent à évoluer, même si la mise à jour, et même si par exemple un téléphone n'a pas Android 10, mais il va quand même pouvoir installer toutes les dernières versions de Gmail, de Google Maps ou quoi, parce qu'elles sont distribuées par le Play Store et elles dépendent pas directement de la mise à jour du système. Donc c'est hyper important ce que tu dis. En fait, ce que tu dis, c'est que ouais, vas-y. Les choses, ce que tu veux dire, c'est que les choses hyper importantes sur lesquelles s'appuient les apps pour fonctionner sont mises à jour, sont indépendantes de l'OS, contrairement à l'iPhone. Il y a beaucoup de choses qui dépendent du Play Store en fait, qui dépendent de ce que les Google Services quoi en fait. Les Google Services, voilà, des Play Services. Et par exemple récemment il y a, je crois que c'est WhatsApp qui a arrêté le support de Android 2.3. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant WhatsApp tournait encore sur Gingerbread, qui était un OS qui était sorti en 2011 ou 2012, je sais plus. Voilà. C'est dingue. Non mais ça c'est vraiment le côté super d'Android quoi, il faut dire ce qui est. L'autre pendant, c'est que quand tu regardes le taux de pénétration des mises à jour, quand tu vois la différence entre iOS et de l'autre côté justement Android, ça fait peur quoi. Android c'est ouais, mais parce qu'elles sont pas distribuées quoi. Elles sont pas elles sont pas automatisées, elles sont pas mises en avant, et je pense que les gens n'achètent pas un téléphone, c'est pas un ordinateur, et les gens n'ont pas la même problématique, et les mises à jour en dehors des geeks, les gens s'en foutent. Honnêtement, les gens s'en foutent. Donc ils ne le font même pas, quoi. Et même si elle est proposée, je sais pas s'ils le feront de fait, quoi. Donc, carrément. C'est... Bon, maintenant que c'est OTA, je pense que ça passe... Enfin, il y en a plus qui le font, quoi. Mais de toute façon, la fragmentation, comme disait Stuff, dès lors qu'on ne te file pas la mise à jour, qu'au bout de 2 ans, il n'y a plus de mise à jour sur ton téléphone, du coup... te retrouves avec une fragmentation de malade. Attends, ça a nettement progressé. C'est clair. Ça a beaucoup progressé, notamment avec Android 9 et 10, ça a beaucoup progressé. Ça vraiment, c'est bien mieux. Parce qu'ils ont revu aussi la façon de... Enfin, ils ont séparé, en fait, ce qui est OS
de ce qui est constructeur, des pilotes, constructeurs, opérateurs, etc. Et puis, Donc du coup, ça facilite. On peut mettre à jour le système sans toucher au reste. Donc c'est plus. ouais, mais je crois qu'ils ont un peu imposé d'autres, des normes aux constructeurs. Enfin, ils ont un peu dit aux constructeurs, non, maintenant on arrête de partir. Va quand même falloir rester un peu, qu'il y ait quelque chose de cohérent, quoi. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, les OS sont, les surcouches sont quand même de plus en plus, je trouve. Elles sont assez proches de la version stock. Elles sont modifiées, mais elles sont quand même un peu plus en rapport avec la version stock. Oui, ça, c'est plus les délires de Samsung du temps du Galaxy S3 où vous reconnaissez même plus Android. Quoi. Et puis, accessoirement, il y a quand même une standardisation, malgré tout, des téléphones, quoi qu'on en dise, qui joue aussi, quoi. Il y a quand même, c'est quand même un peu moins disparate dans les tailles, dans les réseaux, dans toutes ces choses-là. Ouais, carrément, ouais. Est-ce que vous voyez des choses à rajouter là-dessus, sur le chapitre logiciel, en fait? Juste un point sur lequel je vais revenir, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi que Apple a totalement droit de vie ou de mort sur les applications tierces, et enfin, surtout sur iOS, j'entends, et c'est quand même quelque chose de très très important, parce qu'on parle des mises à jour, mais les mises à jour, c'est aussi les mises à jour des applis, et c'est pas rien. Et c'est vrai que demain, Apple est tout à fait en droit de virer même une appli que tout le monde utilise et qui serait, je sais pas, hyper utile. Je ne pense pas du tout, évidemment, à Google Maps, tu vois, du fait qu'ils aient leur système, mais bon. Non, mais puisque t'en parles, ça fait référence à un point d'actualité extrêmement récent. Je crois que c'est d'aujourd'hui ou d'hier. Ils ont dégagé les applications Shadow. Oui, c'est très récent, oui. Donc quand t'as Shadow, t'as plus de client iPhone, quoi, ou iPad, quoi. C'est génial. Et puis c'est vrai que leur process de validation d'app est vachement plus restrictif que celui d'Android, avec un avantage, c'est que tu te retrouves avec, c'est un peu moins le tout venant. Je veux dire, il y a des moments, le Play Store, c'était une vraie poubelle, hein. Enfin, c'est l'impression que ça donnait, quoi. C'est toujours un peu le cas. Ça s'est vachement arrangé. Ça s'est vachement arrangé, mais ça reste quand même plus le dawa, on va dire, que côté iOS, quoi. Faut être franc. Et puis il y a moins. Et d'un autre côté, enfin là, il y a un contre-exemple récemment, mais ils le font quand même moins qu'à une époque, Apple, le côté retrait arbitraire. À un moment, c'était devenu vraiment parce que les règles changeaient tout le temps, en fait. Genre. Je me rappelle, il y avait une calculatrice qui avait dégagé parce qu'elle avait un widget calculatrice. Et Apple certifiait que les widgets ne pouvaient pas servir à avoir des interactions, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'un widget, c'était fait pour afficher des informations, mais pas du tout pour effectuer des actions. Donc du coup, avoir un widget calculatrice, c'était contre les règles de l'App Store. C'est pareil, le navigateur qui est obligé d'utiliser le moteur de Safari. Donc en gros, tu utilises Chrome, mais en réalité, c'est Safari avec une skin, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Tu te souviens... Et puis, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment, un été, il y a un émulateur qui était passé en validation. Tout à fait. Ça devait être les stagiaires qui géraient le Play Store. Un émulateur arcade, je crois. Je sais plus ce que c'était, enfin bon, bref. C'est tout bon pour la partie logicielle ou pas? Oui. Là, on a fait le tour, ouais. Ouais, je pense, ouais. On y reviendra brièvement sur le petit chapitre que j'ai rajouté vite fait à l'arrache, c'est si on peut éviter cette obsolescence programmée, enfin comment s'y prendre si on veut l'éviter. Il y a peut-être quand même des moyens, quoi, mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Les moyens donc matériels mis à disposition par Apple, donc on change de chapitre, on passe cette fois au matos. Donc le matos, tout ce qui est composant, quoi, hein, typiquement carte mère, processeur, SSD, etc. Dans le cas de l'iPhone, il y a d'autres choses et on va commencer par la chose principale. Apple qui a inventé la batterie intégrée sur iPod, puis sur iPhone. Oui. Et on rappelle quand même qu'à l'époque de la sortie de l'iPhone, il y avait déjà plein de smartphones, il y avait déjà plein de téléphones mobiles, mais quasiment tous, enfin moi, j'ai pas de contre-exemple là comme ça, tous avaient une batterie amovible à l'époque. Ça n'existait pas une batterie intégrée sur un téléphone. J'arrive pas du tout, même les petits... Même ceux qui avaient un design plus proche d'un iPhone, genre les HTC, il y avait quand même un petit volet où on accédait à la batterie.
Carrément. Et aujourd'hui, à part le Fairphone, je vois pas quel téléphone a encore une batterie amovible aujourd'hui. Même LG, les derniers qui avaient tenu, c'était LG, avec le G5, je crois que c'était le dernier qui avait une batterie amovible. Et après, ils ont arrêté aussi. Et voilà, c'est un peu ça. Et c'est un peu ça le problème, c'est que tout le monde suit Apple sur les bonnes idées, mais aussi sur les mauvaises. Donc, du coup, ça fait école et on se retrouve aujourd'hui avec ouais, je pense que qu'on peut dire que 95% des téléphones qui sont vendus aujourd'hui ont pas de batterie amovible, quoi. À part certains, il y a peut-être encore des, je me demande s'il y a peut-être encore des Nokia entrée de gamme qui le font, mais même, je crois même pas, hein. Je crois maintenant même les Nokia 1, les Nokia 2 là qui sont sous Android, je crois qu'ils ont un dos inamovible aussi, donc d'un autre côté, ça permet effectivement d'avoir, ça on va y revenir, d'avoir des produits plus fins, parce que c'est un peu toujours le côté un peu sexy. C'est sûr, quand on voyait l'iPod à l'époque, il était beaucoup plus fin que tous ces appareils qui étaient du coup plus mastoc et un peu plus plastique. Donc forcément, ça avait un avantage esthétique et puis on peut parler de l'étanchéité dans certains cas aussi. Ouais, puis tout à fait. Bien que l'étanchéité, j'avais un Motorola, c'était quoi ? C'était le Moto Défi, je crois, qui était étanche alors qu'il avait une batterie amovible. C'est juste qu'il y avait tout un joint autour du couvercle de la batterie. Et voilà, donc c'était faisable. Après, ça imposait effectivement d'avoir de pas oublier de fermer tous les capuchons et tout ça, et puis ça rajoutait de l'épaisseur forcément. Mais voilà, enfin, c'est clair que c'est une tendance qui a été lancée par Apple, clairement avec l'iPod, et qui depuis s'est généralisée. Ouais, non, ça a quand même servi aussi à avoir des batteries qui tenaient mieux, et je pense quand même éviter beaucoup de problèmes sur des téléphones. C'est-à-dire que c'est vrai que dans le concept, c'est bien de pouvoir changer sa batterie, sauf que t'es pas forcément regardant quand tu achètes une nouvelle batterie. Tu vas souvent sur la moins chère, et la moins chère, c'est pas dit qu'elle fasse pas des dégâts au bout d'un moment. Ça c'est un peu le contre-exemple. C'est-à-dire que notamment, moi je me rappelle du dernier téléphone avec une batterie amovible que j'ai eu, qui était le Galaxy S3 de Samsung, et à un moment j'ai voulu changer de batterie et je n'en trouvais plus nulle part. Donc c'était voilà, ou alors des trucs no-name que j'avais pas trop envie de tester. Donc c'est un peu la chose, c'est qu'effectivement sur le papier c'est bien d'avoir une batterie amovible. En pratique, faut en trouver une de qualité, et ça c'est pas forcément facile. Et effectivement, il y a aussi un truc, c'est qu'effectivement avoir une batterie intégrée, ça permet de dégager de l'espace pour ce qui la rend amovible, en supprimant ce qui la rend amovible, les ressorts, etc. Et ça permet effectivement de gagner un peu de capacité. Oui, d'autant plus que finalement le côté amovible a été remplacé par les chargeurs portables, tu vois. Enfin. Ouais, carrément. Alors en fait, pour en venir au sujet, c'est vrai que sur un téléphone, la batterie c'est quand même le seul élément consommable entre guillemets, quoi. J'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il va perdre en capacité avec le temps. Et donc, en gros, même si ton téléphone, tout est ok dessus, t'as pas explosé ton écran, t'avais un verre trempé ou simplement t'étais soigneux, tout est ok sur ton téléphone, t'as les mises à jour qui vont bien et tout, mais ta batterie elle tient plus la charge. Bon si tu peux pas l'ôter, quelque part, c'est quand même aussi un moyen d'obsolescence, quoi, finalement. Après, notamment, même si y a pas mal de points positifs, comme on l'a vu, donc, des points positifs à la batterie non amovible. Après, mais au final, ça participe quand même de l'obsolescence, quoi, du produit. Clairement. Après, du côté d'Apple, notamment suite à ce Batterygate il y a 2-3 ans, ils ont quand même une politique de changement de batterie qui est quand même assez simple pour la peine et pas trop onéreuse, je crois. Donc on peut faire changer sa batterie dans un Apple Store d'un iPhone sans trop de problèmes. Mais ça nécessite quand même de le déplacer dans un Apple Store. Voilà, c'est pas aussi immédiat que si on avait l'accès à la batterie et qu'on pouvait la changer soi-même, ça c'est sûr. Alors moi, petit bémol, là pour le coup, il m'est arrivé régulièrement d'en changer des batteries, y compris sur des appareils à batterie non amovible en fait. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est que je pense qu'il pourrait y avoir une voie médiane en fait. C'est-à-dire, on l'a vu quand même, il y a beaucoup d'avantages à la batterie intégrée. C'est ce que vous avez cité, il y a de nombreux exemples et ils sont tout à fait justes, quoi, c'est évident. Donc on va dire que ça peut être effectivement positif d'avoir une batterie intégrée.
Mais après, d'un point de vue dépanneur, la batterie, y a des façons, on va dire, de démonter la coque sur certains terminaux qui sont pas accessibles aux particuliers parce que tu as des tournevis spéciaux, que c'est ultra touchy, enfin c'est assez délicat comme opération, mais il complique encore les choses en te collant la batterie avec du double face sur le fond de panier de la machine, et même quand tu es un professionnel et que tu dois la changer, c'est hyper galère, quoi. Donc il pourrait très bien à la fois la mettre en intégré, pourquoi pas, pour toutes les raisons qu'on a citées, voilà, et à la fois quand même, ils sont pas obligés de la coller avec un double face ultra puissant. Il y en a qui sont pas mauvais là-dessus, hein, notamment, je crois que c'était Google qui avait avec le Pixel 3 ou le 3A, je sais plus, qui avait une très bonne note sur iFixit notamment, alors qu'il a une batterie intégrée, mais qui était par contre assez simple enfin les composants étaient assez simples à réparer malgré le fait que le téléphone soit tout collé. Il y a une voie médiane là pour le coup qui est pas forcément tout le temps suivie par les constructeurs, qui pourrait éviter cette obsolescence là, tout en gardant les avantages de la batterie intégrée, quoi. Donc du coup on va rapidement passer alors on va passer de la mobilité au desktop, et puis après s'il faut on reviendra à la mobilité, c'est pas grave, mais côté Mac on a un exemple, c'est donc depuis 2011 on a marqué 2012 mais c'est 2011 en réalité, l'iMac a... Ouais, c'est vraiment après ça dépend si on parle de milieu d'année, millésime ou je ne sais quoi. Mais en tout cas depuis le Mac 2011, référencé comme Mac 2011 celui qui était plus fin. Voilà, quand ils sont passés au modèle fin, là cette fois la verrière, alors déjà il y a deux choses. Premièrement, le verre est cette fois collé sur l'iMac. Tout à fait. Et deuxièmement, alors la petite subtilité, c'est que avant la plaque de verre et l'écran étaient deux pièces séparées. Oui, et là c'est laminé. Et là par contre c'est une seule et même pièce qui est d'ailleurs fabriquée par LG. Alors il y a peut-être d'autres sous-traitants, j'en sais rien, mais en tout cas moi celle que j'ai pu voir venait des usines d'LG, où là la verrière et l'écran ne font qu'un, mais par contre sont collés. Il n'y a plus le système de ventouse avec les aimants qui retenaient la verrière et qui permettaient d'accéder à l'écran. Donc évidemment coller égale démontage compliqué, quoi. Démontage qui n'est du coup plus du tout accessible aux particuliers qui voulaient remplacer son disque par un SSD ou ce genre de choses. Donc ça c'est le premier. Alors là, il y a encore un double tranchant, un avantage et un inconvénient, c'est qu'effectivement du côté d'Apple on te répondra que coller l'écran, coller l'LCD au verre, ça permet de réduire les reflets. Et d'améliorer le contraste. Oui, ça permet d'éviter que la poussière elle rentre, ça permet d'avoir un modèle plus fin. En tout cas, forcément, oui, effectivement, ça le désavantage de plus pouvoir enlever le verre de l'écran avec une ventouse comme c'était le cas avant, puisque avant l'écran était aimanté en fait. Enfin, le verre de l'écran était aimanté. En fait. Tout à fait. Et alors autre cas de figure, sauf erreur, toujours sur la gamme iMac, mais cette fois il s'agit de l'iMac Pro. Il me semble qu'il était teinté avec un gris un peu plus foncé, si je ne m'abuse. Où cette fois le SSD, ils ont séparé. Alors normalement, quand on achète un SSD dans le commerce pour son Mac ou son PC, enfin son ancien Mac du coup, parce que ça ne marche plus forcément avec les nouveaux, la partie contrôleur est intégrée au SSD, quoi. On a la partie mémoire sur le SSD et il y a le contrôleur mémoire c'est une seule et même pièce. Il y a une puce qui gère ça. Et je crois d'ailleurs c'est plus que l'iMac Pro qui est concerné par ça. Je crois que c'est aussi le dernier MacBook Pro. Ça va se généraliser. Après, je crois à peu près tous les Mac orientés pro maintenant ont cette puce, donc c'est pas que sur l'iMac. Et puis il y a aussi un truc sur l'iMac aussi, c'est avec ce design de 2011, on a aussi perdu sur le modèle 21 pouces la possibilité de changer la RAM. Exact. Puisque dans les anciens modèles on avait une petite trappe en dessous qui permettait de la changer. Alors sur le 27 pouces il y a toujours une trappe qui est derrière maintenant. Par contre, sur les 21 pouces, il n'y a plus de trappe, donc on est coincé avec la RAM qu'on a, et idem pour le Mac Mini. Alors Mac Mini, ils sont un peu revenus en arrière, parce qu'on peut changer la RAM, mais en éventrant la machine et en y accédant. Ce qui est complètement absurde, parce que le concept du Mac Mini, le design qu'ils avaient lancé, je sais plus quand, en 2009 ou en 2010, c'était qu'on pouvait juste dévisser le couvercle et changer la RAM facilement, donc ils sont revenus là-dessus. Mais voilà, il n'y a plus non plus un seul Mac où on peut changer, hormis l'iMac 27 pouces, il n'y a plus un seul Mac où on peut changer soi-même la RAM sans intervention. Ouais. Et même sur un mini sur lequel j'étais tombé, la RAM était soudée, hein. Je suis quasiment sûr. Alors je sais pas si c'était peut-être un modèle d'entrée de gamme, j'en sais rien. Elle n'était pas soudée. En fait, le truc c'est que sur le Mac Mini, le dernier, le cas dont tu m'avais parlé, elle n'est pas soudée, mais en fait elle est sous une grille qui est super difficile à accéder en fait.
Voilà. C'est magique. Alors donc sur l'histoire pour en revenir à cette iMac Pro, en gros l'idée d'Apple en fait, c'est d'avoir séparé le contrôleur du SSD, si bien que tu ne peux pas remplacer le SSD toi-même, c'est pas possible. Ensuite on va passer à un cas encore pire, dont on n'avait pas pris note, où là, cette fois, alors sauf erreur, c'est sur le MacBook Pro Retina, alors je ne sais pas quel millésime exactement, quelle année, où là, cette fois, le SSD est directement soudé sur la carte mère. Ce qui est, on va le dire quand même, ce qui est une aberration absolue dans la mesure où le SSD, un peu à l'instar de la batterie dont on parlait tout à l'heure, est inconsommable. C'est-à-dire que les cellules ont un certain nombre de cycles de lecture-écriture. Au-delà de ce cycle, les cellules sont mortes et ton SSD, il y a des risques d'instabilité du système, voire de plus de système du tout. Et donc là, voilà, c'est soudé à la carte mère sur des machines qui peuvent monter jusqu'à 2000, 3000 euros avec les options. Donc c'est complètement dingue, quoi. Donc là, voilà, plus du tout de possibilité de changer ton SSD. Mais parce que c'est toujours aussi la même chose s'est passée sur les portables, c'est-à-dire c'est l'obsession de vouloir faire des portables toujours plus fins et toujours plus légers. Alors c'est bien, on a des portables fins et légers, ils tiennent bien dans le sac, on se démet plus une épaule en portant son portable la journée. Sur les MacBook Air, faut le changer, quoi. Oui, mais je veux dire, quand même aussi. La marque générale de ça, c'est qu'on se retrouve de plus en plus avec des appareils qui ont de plus en plus de composants soudés ou de choses comme ça. Après, effectivement, sur les MacBook Air, on pouvait encore changer pas mal, on pouvait changer des choses, même sur les MacBook Pro jusqu'à encore 2015 ou 2016, on pouvait encore changer les SSD soi-même avec des modules. C'était le module M2, NGFF. Ouais. Voilà. Mais ça, oui, voilà, j'ai l'impression que c'est une tendance sur laquelle ils reviennent un tout petit peu sur certains modèles, notamment avec le Mac Pro ou le Mac Mini ou le dernier Mac Mini où ils ont rouvert un petit peu le truc, mais ça reste super, ça reste vraiment la tendance de vouloir contrôler les choses et t'achètes ta configuration telle quelle et puis t'y touches plus, quoi. Et d'ailleurs, ça risque d'être encore plus coton avec le passage en processeur ARM, parce que qu'est-ce qu'on va pouvoir installer comme truc tiers sur ces machines là qui vont gérer. Ouais, tu viens de sortir un point important en fait, quoi. C'est il y a le côté obsolescence programmée déjà, programmée. En tout cas, irréparabilité. Voilà, ça c'est clair, même si c'est pas de l'obsolescence programmée, en tout cas c'est de l'irréparabilité, et au final, pour moi, ça revient au même. Mais il y a effectivement le deuxième point que tu cites, qu'on n'avait pas encore abordé dans l'émission, c'est le contrôle de la configuration initiale. C'est-à-dire, en gros, t'as pas voulu mettre un billet de 500 de plus pour avoir le super SSD, la super RAM, le machin, le truc. Tant pis, tu te boufferas ton modèle jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, faut rappeler aussi le prix des options de RAM et de SSD chez Apple, qui est toujours aberrant. Tout à fait. On se retrouve avec j'avais essayé de configurer un Mac Mini avec un SSD de 512 Go, je crois, et j'avais mis je sais plus, 16 ou 32 Go de RAM, j'étais quasi à 3000 balles sur un Mac Mini, quoi. Et là, me revient en tête aussi que de la même manière, donc on sait que Mac est spécialiste pour abandonner les technologies ou d'essayer de vie ou de mort sur une connectique ou une technologie. Rappelons que sur les derniers modèles de Mac, les connectiques, elles se sont un peu barrées. On a des trucs très sympas, genre si tu recharges ton téléphone, tu peux plus brancher un truc dessus. Donc voilà. Alors tu pourrais te dire, bon, oui, mais de nos jours, on pourrait compenser avec quelque chose d'externe, tu vois, un duplicateur, un prolongateur, que sais-je encore. Sauf que maintenant, Apple se met à prendre le contrôle des connectiques tierces ou appareils tiers que tu branches sur tes appareils et commence à te dire que tu ne peux pas les utiliser. Donc on le voit sur iOS où tous les chargeurs ne marchent pas. À coup sûr, ça arrivera sur le Mac. Ça va être très très sympathique quand tu ne pourras plus acheter que les périphériques homologués qui sont au minimum 2 fois plus chers et généralement c'est plus. Tout à fait, ouais. Donc c'est pas de l'obsolescence programmée, mais bon. Il se gave avec les options. Là-dessus, oui, il se gave avec les options et il se gave avec les périphériques. Et
ça, Tout à fait. c'est pas super cool, d'autant plus que ça n'a pas derrière, il y a quand même pas un effet magique sur le prix de base. C'est-à-dire que si encore ça s'était accompagné d'une baisse du device d'origine, du device de base, bon, pourquoi pas, mais dans les faits, c'est pas le cas, quoi. Les prix Apple, ça reste les prix Apple. Bon, t'as payé cher à la base, tu vas payer cher après. Voilà, tu sais où tu mets les pieds, quoi. C'est clair. Alors, on avait un dernier petit cas de figure au niveau matériel. Les AirPods. Les AirPods, ouais, qui sont des écouteurs jetables, puisqu'on ne peut pas changer la batterie sur des AirPods, parce que les batteries sont minuscules sur les écouteurs. Et du coup, Apple a un programme de changement de batterie des AirPods qui consiste à jeter tes AirPods et à t'enfiler les nouveaux. Voilà. Merci pour la nature. C'est l'écologie appliquée. Voilà. Mais voilà, là après il y a effectivement une contrainte technique, parce que changer une batterie sur des petits trucs comme ça, c'est même pas envisageable. Mais voilà, enfin c'était un peu j'avais mis un peu pour en illustration pour dire que c'était un peu l'exemple extrême de la philosophie Apple. C'est-à-dire que une batterie, des changements de batterie qui sont même plus des changements de batterie, qui sont des changements d'appareil, parce que même eux ne peuvent pas les changer. Donc, ouais, enfin oui. J'ai envie de dire, quand tu veux, tu peux, quoi. Hein. C'est le vieux dicton. Enfin, si vraiment, enfin, ils ont une telle ingénierie, même eux n'ont pas envie de s'emmerder à le faire. C'est surtout ça. Ah ouais, ça, je veux bien le croire. Ouais, ça, y a pas de problème. Est-ce qu'on a passé les moyens matériels d'obsolescence? Ouais, la batterie jetable. Juste pour dire qu'il faut pas oublier aussi que très souvent, et ça c'est les limites d'Apple, ce côté-là était souvent lié à des contraintes purement design. Certaines aberrations appelesques sont liées, on le sait, à des volontés de design brut et pas autre chose. Et c'est assez marrant. Pour être de l'esthétique. Ouais. Même plus de l'esthétique que du design, parce que le design c'est pas que la finesse. Un design peut très bien être inesthétique. Enfin, le design c'est la fonctionnalité. Là c'est plus de l'esthétique, et c'est plus après on va pas revenir sur les claviers et tout ça, mais enfin beaucoup d'excès de récents d'Apple viennent de cette obsession pour l'esthétique, et au profit de l'usabilité. Oui, du genre la prise USB sur la Magic Mouse qui t'empêche de l'utiliser quand tu charges, ce genre de choses. Il faudrait quand même pas qu'il y ait un port USB sur la façade, ça serait pas possible. Ce qui dépasse. La pureté des lignes. Enfin voilà. C'est clair. Les ports qui sont parallèles. Sur les MacBook Pro, les ports sont parallèles en fait, parce qu'il faut absolument qu'ils soient pareil de deux côtés. Voilà, c'est un peu ça. Non, mais donc voilà. Et mine de rien, voilà, c'est marrant, parce que là, c'est même plus un calcul d'obsolescence ou autre. C'est plus que quelque chose qui devient quasi de l'irrationnel, parce que finalement, ça ne sert personne, quoi. Ça ne sert pas les ingénieurs, ça ne sert pas le commercial à proprement dit. Ça ne flatte que l'ego de ceux qui l'ont fait et des gens qui trouveront ça beau. Voilà. Alors, on va passer au petit chapitre ajouté à l'arrache, en fait. Est-ce qu'on peut éviter le problème de l'obsolescence programmée? Alors, concernant le matériel, les mauvaises langues diront, on va s'acheter un PC directement. Parce que aujourd'hui sur PC, alors il y a quand même aussi ce phénomène Apple, on va pas se mentir. Oui, mais t'achètes une tablette Surface, c'est sûr. Mais t'achètes une Surface pour la démonter, amuse-toi quand même. Il n'y a pas que, mais il y a ça qui existe effectivement. Mais il y a quand même encore beaucoup plus d'options qui sont pas aussi verrouillées. Mais le suivi. Ça reste. Il y a quand même beaucoup moins de problèmes sur PC. Mais on le retrouve de plus en plus, ça c'est sûr. Parce que comme on l'a dit, toujours tout le monde suit en fait ce que fait Apple. Alors des fois ils le font, c'est bien parce que ça permet d'avoir des portables plus fins, plus autonomes, etc. Mais des fois aussi ils suivent aussi les mauvaises idées, notamment la suppression du port casque ou des choses comme ça. Enfin, il y a pas mal de mauvaises idées d'Apple qui sont suivies dans le monde PC comme dans le monde Android pour les mobiles. Et ça c'est un peu le problème, mais on y reviendra plus tard. Mais pour éviter, pour le niveau matériel, oui, forcément acheter un PC ça peut être une solution, mais pas. Ouais.
pas magique non plus. Oui, mais après les Mac tiennent bien dans le temps. Hein. Pour le coup, en dehors des téléphones, oui, tout à fait. Les pour le coup, par exemple, les portables Mac, la batterie, c'est un truc hallucinant. Ils tiennent bien mieux que tous les autres. Après, il y a une solution, je pense, pour éviter ça, c'est aussi de peser, parce qu'on voit qu'Apple fait machine arrière quand ça râle beaucoup, comme notamment sur les claviers. Ils sont revenus en arrière, pas tout à fait encore, mais ils ont commencé. On n'en a pas parlé du Butterfly. Ils ont commencé, oui, c'est un peu tangent, on va dire, par rapport au sujet. Mais je veux dire, quand Apple se fait épingler sur un de ces sujets, en général, ils sont quand même assez prompts à revenir en arrière et à le non seulement à publier des correctifs, mais aussi sur les générations suivantes à corriger le problème discrètement, parce qu'ils vont forcément pas le dire qu'ils l'ont corrigé, parce qu'Apple ne fait jamais d'erreur et ils font toujours tout parfaitement, mais ils le font. Tout à fait. Ouais, donc voilà, première solution au niveau matériel, tu vas voir ailleurs. Alors bien évidemment, c'est sûr que Apple nous tient aussi par les logiciels. Hein. Il y a certains logiciels, si tu veux les avoir, ils n'existent que chez eux. Donc voilà, c'est pas si simple que ça de dire je vais sur PC. C'est pas toujours une solution à tout. Après, au niveau des mises à jour, est-ce qu'on peut effectivement avoir du retard en fait, quoi, volontairement, allez, on se prend les 2 ans justement de battement que Apple autorise à ses utilisateurs en termes d'application, on va dire. En général, on peut installer une app qui a 1 ou 2 ans, quoi. Tu peux traîner la patte pendant 2 ans et puis voilà, on peut, tout à fait. Mais par contre, il faut être conscient des risques auxquels on peut s'exposer, notamment au niveau sécurité. Et ça, pour moi, c'est le principal frein, en fait, c'est et notamment, même si bien entendu les Macs sont complètement immunisés au virus et qu'ils n'en ont jamais eu et qu'ils n'en auront jamais. Non, bien sûr, il n'y a jamais eu de virus sur Mac, c'est bien connu. Ça reste un problème, évidemment. D'ailleurs, il y a eu un rapport récemment de Malwarebytes qui expliquait notamment qu'il y avait plus d'adware aujourd'hui sur Mac que sur Windows. Le Mac commence à être très pollué. Voilà. Alors c'est des adwares, c'est pas bien grave, mais ça reste un peu une nuisance. Mais bon, là voilà. Le truc c'est que ça c'est un moyen de tenir sur les utilisateurs sur les mises à jour, c'est qu'effectivement elles sont malheureusement souvent liées aux corrections des failles de sécurité. Mais on peut le faire. Moi, je connais plein de gens, notamment des gens qui font de la musique sur leur Mac, qui sont pas passés par exemple à Catalina, parce qu'ils savent que s'ils passent à Catalina, leurs apps vont plus fonctionner. Et ils y arrivent. Après, c'est pas, on peut résister aussi à avoir besoin de toujours de la dernière version, etc. Mais effectivement, il faut connaître les risques de ça. Ouais. Sur iOS, on doit pouvoir le faire quelque chose comme peut-être, je dirais, entre 2 et 3 ans, oui. D'avoir du retard, volontairement en fait, si son appareil est ancien, quoi. Et je dirais sur macOS, je pense qu'on peut avoir, on peut avoir peut-être un peu plus, quoi. Je dirais peut-être 5 ans max de retard, quoi, mais pas plus, parce qu'au-delà, il y a les problèmes des navigateurs qui ne prennent plus en charge les standards du web actuels. Tout à fait. Ouais. Et on pourrait croire qu'en passant par un navigateur style Firefox et Chrome, ça va régler le souci. Mais très souvent, là, c'est à croire qu'ils sont cul et chemise avec Apple, pour le coup, parce que je comprends pas leur intérêt pour ça. Très souvent, ils ne mettent pas à jour leur navigateur sur les anciennes versions de l'OS, quoi. Voilà. Ce qui fait que y a toujours un truc qui va t'obliger à te tirer vers le haut en termes d'update, et voilà. Après, ça peut être sur le navigateur, soit les applications. Par exemple, sur le côté, sur ce qu'a apporté Catalina, macOS Catalina, typiquement, il y a des applications, si elles sont pas 64 bits, elles tournent pas. Donc, et je vois pas un Google ou un Mozilla s'embêter à mettre à jour une application en 64 bits pour Catalina. Voilà, pour que ça tourne, pour que ça continue de tourner. Mais ouais, mais tu vois Chrome par exemple, c'était sur quoi? C'était sur Leopard ou Snow Leopard. Chrome, tu peux l'installer en fait, ça va marcher et tout, mais t'auras pas. Pourtant, t'as des auto-updates avec Chrome, mais t'auras pas. Il se mettra pas à jour pour cette version du système, quoi. T'auras forcément une version obsolète, quoi, nécessairement. Et après, il y a aussi des impératifs aussi économiques là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté de pas avoir
à faire du support pour des versions trop anciennes. Tout à fait. Et ça peut se comprendre aussi, mais voilà, effectivement, c'est un risque. Et le web, c'est souvent, quand il y a des articles, genre j'ai essayé de passer 2 semaines avec un iPhone de 2007 ou un PC Ouais. c'est souvent le web en fait qui pose beaucoup de problèmes parce que les navigateurs sont plus du tout capables de faire tourner les sites actuels, puisque tous les sites actuels sont optimisés pour les dernières versions des navigateurs. Après. Tout à fait. Donc on peut faire de la résistance, conclusion, au niveau logiciel, mais jusqu'à une certaine limite, quoi. Après, je trouve ça Si quand on même veut résumer, moins, quoi. entre guillemets, difficile aujourd'hui, parce que les dernières avancées sont quand même vachement plus à la marge qu'avant. Je trouve ça quand même moins majeur. Il y a un moment, vraiment, les mises à jour, tu les faisais parce qu'elles t'apportaient des plus indéniables. Tout à fait. Je veux dire, le moment où t'apportes le copier-coller, paix à son âme, c'est sûr que tu vas la faire la mise à jour parce que tu as vraiment envie de cette feature. Là, les derniers trucs, oui, il y a des trucs sympas, mais rien qui te fait tomber de ta chaise, donc tu peux laisser. Alors, ouais, c'est encore un point super important que tu sors, quoi. C'est que on arrive quand même à un tassement de la courbe. Ça, c'est quand même, mais c'est capital comme point. C'est un putain de point super important. Et effectivement, en termes on n'arrive plus comme avant à pâter le chaland avec des features, quoi. Enfin, avec des fonctionnalités quelles qu'elles soient. Parce que voilà, on est au bout du truc, quoi. En fait, même en mobile, on y est arrivé. Alors qu'avant, il y avait encore il y avait encore cette distinction entre le Mac qui était arrivé à maturité et iOS qui continue à évoluer. Maintenant, même iOS, on aimerait qu'il se concentre. Mais même l'appareil, hein. Je veux dire, c'est que même le téléphone mobile, on est arrivé à une standardisation parce que, grosso merdo, on est arrivé à ce qu'on voulait, quoi. Tu vois, donc oui, c'est quelque chose de général qui touche tout le domaine informatique, hein. C'est-à-dire que là, tout à fait. Évident qu'on mais là où ils nous tiennent toujours, hein, comme on disait un peu tout au long de l'émission, quoi. C'est avec deux choses pour moi principalement, c'est les apps, et les standards du web. Voilà. Et ces deux trucs-là t'obligent à update, quoi. Et les failles de sécurité, bien sûr. Oui, mais la faille de sécurité, c'est ce qui fait que Windows réussira au bout d'un moment à amener tout le monde sur son Windows 10 point. Parce que tu n'auras pas le choix, parce qu'au bout d'un moment, les autres ne sont pas suivis. Et les gens qui restent sur des XP en disant « Ouais, mais il est tellement mieux », oui, les petits loulous, il est mieux, mais là, aujourd'hui, ça vous risque et péril, quoi. C'est à la grande époque des virus, toutes les menaces principales qui apparaissaient, c'était des menaces qui ciblaient des anciennes versions de Windows, des anciennes versions de Flash, des anciennes versions d'Adobe Reader. Donc, ça s'est vu il n'y a pas très longtemps sur un hôpital, c'était je sais plus l'année dernière ou 2 ans max, et c'était genre en mode ah là ils se sont fait hacker et tout, sauf que oui après qu'on découvre que non, ils n'avaient pas fait évoluer le système, ils étaient sur une version OS plus suivie, et donc faille de sécurité connue et non comblée, et puis voilà quoi. Donc mais après, effectivement, comment éviter l'obsolescence programmée, je veux dire, ça semble tomber sous le sens, c'est qu'il faudrait en fait que Apple, comme les autres d'ailleurs, comprennent, que ça n'a plus d'intérêt, cette course aux nouvelles features et aux nouvelles. Mais ça, ils le feront pas parce que forcément, ça reste des arguments marketing pour eux. Non, puis après, c'est aussi pour faire tourner les usines, hein, on va pas se mentir, hein, je veux dire. Donc, il faut qu'ils te fourguent de la bécane, ça c'est clair. C'est ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. C'est la peur de louper les dernières nouveautés qui fait... ça c'est fini, ça. Mais dans un monde où des réalités écologiques risquent quand même vraiment de nous péter à la gueule, je pense quand même qu'il y a des modèles comme ça qui vont forcément devoir être remis en cause, hein, parce que ce serait bien. On n'aura pas le choix, sinon ça pètera. Sans transition, justement, on va passer à la conclusion. C'est l'occasion d'en parler. Donc, conclusion. Alors, sur le fait d'éviter, ça, on l'a déjà dit, en fait. Hein, on a consacré un chapitre à ça. Conclusion, est-ce que Apple fait exprès ou pas, en fait est-ce que vraiment c'est toutes des stratégies pour nous faire aller à la caisse systématiquement, ou alors,
on va dire, c'est la faute à pas de chance parce que il faut mettre à jour les standards du web, il faut rajouter des fonctionnalités, etc., etc. Et tout ça, ça fait ramer la machine. Apple a forcément un tout intérêt à ce que les gens continuent à acheter de nouveaux iPhones. C'est leur business. Surtout Apple qui dépend encore beaucoup, alors peut-être moins maintenant. Maintenant qui développe des activités de service, etc. Mais ça reste principalement un constructeur de matériel. Et un constructeur de matériel, il a forcément besoin que les gens renouvellent leur matériel. Donc, pour continuer à avoir de la croissance. Donc oui, il y a forcément une dimension une volonté d'Apple de pousser les gens à la fois aller vers les dernières versions du système et aussi acheter de nouveaux appareils. Ça, je pense pas qu'on puisse le nier. Maintenant, est-ce que c'est un complot voilà, est-ce qu'il y a une puce qui dit à 2 jours de la fin, la fameuse rumeur comme quoi à 2 jours de la fin de la garantie t'as ton truc qui explose. Ça, je pense pas, mais en tout cas, oui, il y a... Moi, les ralentissements, je pense qu'ils sont codés. Hein. Ils sont codés, ils sont dans le code. Mais je rêve d'avoir un WikiLeaks qui nous balance ça, mais franchement... Mais typiquement, sur la batterie, on a vu que ça peut être le cas. Là, c'est clair, là, c'est assumé. Et si personne ne l'avait vu, ils continueraient. Mais... Là, à la limite encore, c'est pas... Comment dire ? Je vais pas dire que c'est légitime ce qu'ils ont fait, mais... Quelque part, c'est l'idée. Pour moi, ce qui ça se comprend. Ça va dans le sens de l'utilisateur, c'est-à-dire en gros, on veut te conserver ton autonomie, pas que t'aies de reboot, de choses comme ça. Ça se comprend. Typiquement pour connaître quelqu'un qui avait un Galaxy S3 ou S4 qui était vraiment super vieux et dont la batterie était toujours la batterie d'origine, le téléphone rebootait tout le temps et il bloquait tout le temps. Donc je peux comprendre ça. Maintenant, ça montre qu'il y a un cas effectivement où ils ont fait un truc sans le dire. Ils auraient très bien pu le dire aussi en fait. Ils auraient très bien pu le faire en le disant. La cuisine interne. C'était ça aussi le truc. De faire une fonctionnalité pour préserver les performances de ton téléphone et l'empêcher de rebooter toutes 5 minutes, c'est une chose. Le dire clairement et l'annoncer de manière transparente, c'en est une autre. Et ça, ils l'ont pas fait. Mais là, en fait, ce qui est fou, c'est que là, c'est carrément c'était du down clock du processeur. Alors que s'ils te mettent une routine pour dire, si appareil photo est lancé, égale, tu lances, mais après un timer de temps, tu vois. Là, avec Geekbench, tu peux pas le voir, en fait. C'est juste pas possible, quoi. Et ce genre de truc, je serais vraiment étonné qu'ils s'autorisent pas à le faire, quoi. Mais on le saura jamais parce que, c'est en langage... si tu décompiles le logiciel, le logiciel est en langage machine, quoi. Il est pas en langue. De toute façon, c'est des boîtes noires. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ils ont le bénéfice du doute, quoi, on va dire. Même si, on commence à douter de plus en plus aussi, quoi, quelque part. Mais bon. Est-ce qu'Apple le fait ? Sûrement. Plus ou moins que les autres compagnies, c'est pas dit. Le truc, c'est qu'avec Apple, ça se voit souvent plus parce que ils contrôlent les deux, hardware, software, et qui sont toujours plus radicales dans les prises de décision. Enfin, c'est la société. Quand elle veut plus du CD, elle le vire. Point, c'est fini. Donc voilà, Quand elle veut plus que ton iPhone, c'est ça. Il y a ce côté très on coupe, quoi. Je veux dire, on n'évolue pas, on coupe chez génial. Apple. Et donc voilà. Après, honnêtement, je pense que c'est quand même malgré tout plus une problématique qui est liée à l'industrie en soi du high-tech que à proprement dit à Apple. Non, c'est clair. Mais le truc, c'est qu'il y a, si on regarde dans toute l'industrie, il n'y a pas de bons élèves là-dessus. Il y en a des pires. Il y a le Fairphone, quoi, c'est tout. Mais le Fairphone, il a aussi plein d'autres problèmes. Voilà. Mais aussi en guise de conclusion, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change en fait ? Typiquement, il y a deux choses. C'est soit t'achètes plus, tu vois. Le jour où demain le consommateur a toujours un pouvoir qui connaît pas en fait. C'est juste celui de pas consommer en fait, tu vois. Si demain t'as massivement les gens qui se mettent à plus acheter au prétexte que l'obsolescence programmée et tout ça. Il y a un moment où ça va poser un problème quoi, économique. Je veux dire. Il suffit que les gens arrêtent d'acheter pour que ça se vende plus. Vu de la maturité des technologies, est-ce que c'est pas quelque chose qui va arriver typiquement, le cas iPad. L'iPad est un produit qui, à la génération 2, était fini.
comportait grosso merdo ce que tout le monde voulait sur la V2. Et on a vu à partir de la V2 que les gens qui ont acheté un iPad, c'est pas un produit de renouvellement. Voilà. Le garder. Il le garder. Mais même encore enfin, je veux dire, moi j'ai mon iPad, c'est un iPad R2 qui a donc pareil. qui a donc pas mis à qui jour. va sur ses 6 ans cette année quand même. Et qui fait exactement tout ce que fait un iPad Pro, à part le stylet. Il a pas l'Apple Pencil, mais c'est tout. Je peux faire tout ce qu'on peut faire avec un iPad Pro, je peux le faire avec un iPad R2. Et je l'ai acheté il y a 4 ans. Et donc, on voit avec les PC aussi où ça se tasse au niveau du marché. Donc est-ce que ça va pas arriver là sur la téléphonie? Est-ce qu'on va continuer autant à enchaîner les téléphones? Je sais pas. Ça peut se tasser. À voir. Puis, de toute façon, là on pourra plus. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème de maturité du consommateur en fait là-dedans? Tant qu'il se détournera pas pour ce qui va sûrement arriver, mais qu'il se fait un nouveau doudou, un nouveau gadget, oui, t'as pas tort. Mais est-ce que ça n'arrive pas aujourd'hui? C'est-à-dire que est-ce que le service, la multiplication des services qui joue quand même au bout d'un moment sur ton portefeuille va pas t'imposer de moins investir sur les devices et pour te concentrer, tu vois? Oui. Ou alors, comme tu dis, est-ce que la multiplication des services, ça va pas changer le modèle économique, qui fait que le modèle économique va se déporter sur le service plutôt que sur le matériel, quoi. Auquel cas, ils peuvent très bien faire en sorte à ce que tu gardes ton iPhone pendant des années et des années, s'ils se gavent avec de l'Apple Music et compagnie. Bon, ce qui risque pas d'arriver, je pense, mais voilà. Enfin, ça arrivera peut-être à un autre constructeur mais au niveau service. T'as raison, mais en revanche, quand ils vont être sur des trucs à forte valeur ajoutée comme des services médicaux, qui est quand même clairement ce vers quoi se tourne Apple, quand ils pourront t'imposer des services médicaux, et particulièrement sur un pays comme les États-Unis, où tu es sur un système très privatisé et avec des prix de folie, là tu vas pouvoir commencer à marger de façon très très sympathique et, tu vois, et à rentabiliser ton truc. Ton petit service de suivi médical constant et qui fait que derrière tu peux économiser auprès de ton assurance parce que Apple garantit une sorte de rapport mensuel, tu vois, ce genre de choses. Voilà. Je pense que là, oui. Et après, alors si c'est pas le consommateur qui fait le déclic ou la migration vers le serviciel, est-ce que ces grandes boîtes, elles pourraient être contraintes par du gouvernement? En fait, je sais pas, ça paraît compliqué. En fait, ces mecs ont plus de cash, peut-être que, je sais pas, le gouvernement US, il a aussi une dette abyssale, non? En fait, en gros, finalement, t'as 1 euro sur ton compte en banque, t'es plus riche que ton gouvernement, quoi. Enfin, ça serait une solution, effectivement, qui ait des lois qui obligent des pratiques de réparabilité, notamment, de pouvoir fournir des pièces, des choses comme ça. Ça pourrait être aussi un... Qui aurait les couilles? Mais qui a le pouvoir de faire ça? Qui a le pouvoir de faire ça aujourd'hui face à Apple ou Microsoft? Voilà, c'est un peu le problème, quoi. Ou un Samsung. Il y a un rapport de force qui n'est pas vraiment à l'avantage du gouvernement, quoi, en fait. Mais ouais. Puis même à la volonté. Voilà. Pas la volonté. Les Américains sont pas là-dessus. Hein. C'est dans leur mentalité. Il y a pas tu dois pas contrôler la libre entreprise. Ils iront pas là-dessus. Et puis les Chinois, ceux qui fabriquent, donc ils iront pas contre non plus. Donc à partir de là. Ça paraît mal engagé à ce niveau, quoi. C'est pas les Russes avec leur petit pouvoir qui vont agir. Hein. Ça paraît mal engagé. Bon, bref, pour l'instant, ce qui nous reste, c'est le pouvoir de consommer ou pas, en fait. Hein, le pouvoir en tant que consommateur de faire des choix, au niveau de ce qu'on achète, quoi. Alors évidemment, c'est facile à dire et pas forcément toujours à faire. Typiquement, si on est vraiment attaché à un OS, parce que imaginons quelqu'un qui a, je sais pas, pour 300 euros, acheté pour 300 euros d'application sur l'iTunes Store, sur l'App Store, pardon. Il n'a pas forcément envie de passer sur Android et de devoir racheter tout ce qu'il a pris, quoi. Donc il y a ça aussi, quoi. Hein. Mais il peut changer aussi le consommateur par le store, il peut changer de téléphone que tous les 3-4 ans. Il peut. Voilà. C'est pas non plus. Ça reste des outils. Enfin, c'est pas non plus quelque chose qu'on est obligé de mettre à jour sans arrêt. De toute façon, on s'arrête plus parce qu'il y a toujours un nouveau modèle. Donc. Tout à fait. Voilà.
Bref, on va clore le chapitre là-dessus. Du coup, on rappelle à tout le monde donc, que le podcast est dispo sur iTunes, Spotify, pour ceux qui préfèrent un support ou l'autre. Également sur YouTube pour les prochains épisodes, en mode audio uniquement. En fait, il y aura juste une image animée avec ça. Pour commenter, vous pouvez toujours aller sur YouTube ou sur iTunes. Je pense qu'il y a moyen de commenter sur iTunes. Et voilà. Et tout à fait. On précise aussi que toutes les idées sont la bienvenue, d'une part pour commenter l'émission que vous venez d'écouter, et aussi, pourquoi pas, pour proposer des nouveaux sujets d'émission. On ne sait jamais, qu'on se ferait un plaisir de traiter dans Gamer & Geek. Je vous dis salut à tous, salut Stéphane, salut Julien, et on se retrouve, ciao tout le monde, une prochaine pour un nouveau sujet à dépiler tous ensemble. Salut à tous, bye bye. Salut.